Salut à tous et à toutes, c'est Yorisama, on se retrouve pour un nouvel épisode des Instant Ruling sur les Staples, pour débriefer celles sorties ces derniers mois, en particulier dans La Rage Fantôme et Vortex Embrasé. C'est l'épisode 9, donc j'en ai déjà fait beaucoup, c'est pour ça qu'ici je vous précise bien sur quoi on va se concentrer spécifiquement, puisqu'il n'y aura rien d'autre. Vous aurez de toute façon un sommaire dans la description pour savoir exactement de quoi on va parler aujourd'hui. Alors ne perdons pas plus de temps. On va commencer par Alpha, le maître des bêtes, dont il faut d'abord parler de l'invocation. Il a une condition d'invocation qui dit qu'il doit d'abord être invoqué d'une certaine façon. Donc c'est un monstre invocation spéciale, semi-nomi pour les intimes. Je vous redirige vers mon tuto sur le sujet. Il a la particularité de pouvoir se renvoyer à la main, ce qui va directement interagir avec ça, car autant si vous l'invoquez ainsi et qu'il est par exemple ensuite envoyé au cimetière, vous pourrez le reborn, puisqu'il a été invoqué proprement une première fois, mais par contre, si vous l'invoquez proprement, puis le renvoyez à la main, alors il oublie qu'il a été invoqué proprement. Donc attention à cette subtilité. Bon après, c'est pas souvent très important, parce que en général vous allez l'invoquer, utiliser son effet pour le renvoyer, puis directement le réinvoquer. Mais ça reste important à savoir. Si vous l'invoquez puis le renvoyez à la main, et que de là vous l'envoyez au cimetière, vous pourrez pas du coup le reborn. Chose à préciser d'ailleurs, on peut l'invoquer spécialement via sa condition, même si on ne contrôle aucun monstre, puisque l'attaque que l'on contrôle à ce moment-là, du coup ce serait 0. En gros, il faut simplement qu'en face, l'adversaire ait plus de 0 d'attaque, et c'est bon. Et pour parler vraiment de son effet, il cible vos monstres que vous allez renvoyer, mais il cible pas les monstres adverses que vous allez renvoyer. Donc à sa résolution, il renvoie ce que vous avez ciblé de votre côté, puis selon ce que vous avez renvoyé, vous allez renvoyer directement, sans cibler, des monstres adverses. Et ça doit être exactement le même nombre. Donc si vous ne pouvez pas renvoyer autant de monstres chez l'adversaire que vous avez renvoyé chez vous, alors vous ne renvoyez aucun monstre adverse. Enfin, la restriction sur l'attaque fait partie intégrante de la résolution de son effet et s'applique sur le nom du monstre. Du coup, ça s'appliquera à toutes vos copies ce tour. C'est notamment fait pour que justement on puisse pas l'invoquer, utiliser son effet pour bounce, du coup le renvoyer aussi à la main, et directement le réinvoquer et lui faire attaquer directement. C'est pour ça qu'il bloque sur le nom. On va maintenant parler de Ahazeus, qui est déjà plus simple, mine de rien. Il a une condition d'invocation qui demande à ce qu'un monstre Xyz, le vôtre ou celui de votre adversaire, ait combattu, donc il faut qu'un monstre Xyz ait participé à un calcul des dommages en fait. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il doit y avoir eu des dommages de combat infligés. Ça n'est pas une nécessité. Et pour vous dire, attaquer directement avec succès avec un monstre Xyz qui a 0 d'attaque, eh bien ça remplit totalement ces conditions. Bon, après, bien sûr, ça reste une invocation Xyz classique, donc même si vous n'avez besoin de superposer qu'un seul monstre Xyz, et rien d'autre, vous ne pouvez pas non plus l'invoquer comme ça, n'importe comment, et n'importe quand surtout. Vous pouvez pas l'invoquer pendant la battle phase, et vous pouvez pas l'invoquer pendant le tour adverse. Pour ça, à la limite, il faudrait une carte comme Miracle Xyz. Et vous ne pouvez invoquer Ahazeus qu'une seule fois par tour de cette façon, même si vous en avez plusieurs copies dans l'extra deck. Enfin, son effet rapide est activable plusieurs fois par tour, et même plusieurs fois par chaîne, et évidemment il faut bien préciser qu'il ne détruit rien, puisqu'il ne fait qu'envoyer au cimetière. C'est pas la même chose. Passons désormais au tout nouveau Link 5, la déesse des enfers du monde fermé. Sa condition d'invocation qui permet d'inclure un monstre adverse parmi les matériels est bien entendu son attrait principal, surtout que c'est une condition, et qu'avec on peut ainsi même utiliser des monstres non affectés. Mais il faut savoir que c'est encore mieux que ça en a l'air, car c'est même compatible avec l'effet d'IP Mascarena. Si vous utilisez son effet durant le tour adverse, vous pourrez invoquer la déesse en utilisant, entre autres, un monstre adverse. IP dit en utilisant des monstres que vous contrôlez, mais c'est un peu par défaut si vous voulez. Elle ne nous restreint pas à n'utiliser que des monstres que l'on contrôle. Et on a moult preuves de ça, puisqu'on a des rulings avec l'utilisation avec la déesse, ou encore microcodeur. Ensuite, la protection de la déesse est assez spécifique, car elle ne se protège que des effets activés mais qui ne la ciblent pas. Donc attention, c'est comme Divernosaur du coup, un effet continu comme l'épée brouillard ou un effet comme celui du roi véritable de toutes les calamités, qui applique quelque chose à partir de la résolution de son effet, certes, mais cette restriction en elle-même n'est pas considérée comme un effet activé, et bien tout ça, ça va affecter la déesse, elle ne s'en protège pas. Et pour conclure sur elle, son effet d'annulation parle d'un effet qui invoque depuis le cimetière. Mais il faut en comprendre qu'on parle de tout effet qui aurait potentiellement, à la résolution, la possibilité d'invoquer depuis le cimetière. Un bon exemple de ça, ça serait par exemple Gamma. Peu importe qu'un pilote soit au cimetière au moment de l'activation de l'effet de Gamma,
on peut annuler Gamma avec la déesse, puisque à la résolution, Gamma a la possibilité d'invoquer un pilote depuis le cimetière. Pour comprendre ça, faut se dire, est-ce que au moment où je vais résoudre Gamma, s'il y a un pilote dans le cimetière alors qu'il n'y en avait pas à l'activation, est-ce qu'il pourra quand même l'invoquer? Et la réponse est oui. Donc, l'effet inclut toujours cette possibilité, tant qu'on n'arrive pas à la résolution. Enchaînons avec un autre monstre de Vortex Embrasé, Miradora. Il a deux effets déclencheurs, faits bien sûr pour s'activer l'un après l'autre. Le premier demande un monstre avec au moins 2000 d'attaque, et cette attaque, on la regarde une fois que le monstre est bien arrivé sur le terrain. Donc si un monstre arrive sur le terrain et est immédiatement soumis à un effet qui va augmenter ou baisser son attaque, on applique d'abord immédiatement cette modification, et ensuite on voit par rapport à Miradora, selon le résultat. Ensuite, dans le deuxième effet, on lit bien « Aucun joueur ne peut activer les effets du monstre tant que ce monstre est face recto sur le terrain ». On retrouve la différence, du monstre, donc c'est le monstre, alors que ce monstre, c'est Miradora lui-même. Il faut bien faire attention à cette petite subtilité. Donc ça veut dire que c'est tant que Miradora est face recto sur le terrain, alors le monstre adverse ciblé est limité. Notez aussi bien, parce qu'il y en a beaucoup qui vont faire l'erreur, je le sens, ça empêche les effets de s'activer, mais ça ne les annule pas. Donc si le monstre a un effet continu ou non classé, donc des effets qui ne s'activent pas, ceux-ci ne seront absolument pas impactés. Et pareil, si le monstre a activé un effet avant qu'on résolve cet effet de Miradora, et bien du coup cet effet il n'est pas non plus affecté, puisqu'il est déjà activé, c'est trop tard pour l'empêcher de s'activer. Alors voici le dernier monstre qu'on va aborder dans cette vidéo, avant de passer à diverses magies pièges, Hyperiton. Ces deux effets n'ont pas des conditions d'activation parfaitement symétriques, attention à ça. Le premier effet s'active durant votre tour si vous activez une carte ou un effet, alors que le deuxième effet ne s'active que pendant le tour adverse, mais si n'importe qui active une carte ou un effet. Pour le reste, on se réfère au type de carte de l'effet activé, à savoir qu'un effet ne peut jamais être l'effet de deux types de cartes en même temps. Même un monstre piège traité comme les deux sur le terrain aura des effets de piège et des effets de monstre, mais il n'a pas des effets de monstre et de piège en même temps, ça c'est pas possible. Je vais justement en profiter pour prendre un exemple statue d'ange Azurune. Quand on active la carte initialement, elle est en zone magie et piège, et s'invoque donc via un effet de piège. L'effet que la carte active à sa destruction au combat n'est pas activé sur le terrain, donc là aussi on sait que c'est un effet de piège. Par contre, son effet sur le terrain pour annuler une invocation, c'est son effet de monstre. Effet qui s'active d'ailleurs lorsqu'un monstre va être invoqué, qui peut donc annuler une invocation synchro ou lien classique par exemple, ou l'invocation d'un cyberdragon, mais qui ne peut pas annuler une invocation qui se fait via la résolution d'un effet de carte, par exemple une invocation fusion via polymérisation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si on fait Inifini sur le monstre Azurune, qui est un monstre à effet, alors c'est uniquement cet effet-là qui est annulé, et la carte reste en zone monstre, car ces effets de piège, eux, n'ont pas été annulés. En revanche, si l'annulation de la colonne touche Azurune, annulation d'effet de magie piège, alors là par contre, elle sera remise en zone magie piège face recto, et y restera. Même quand il n'y aura plus l'annulation, elle va pas se réinvoquer. Enfin, la carte peut bel et bien s'envoyer elle-même au cimetière pour annuler une invocation via son propre effet. C'est parfaitement faisable. Encore une fois, c'est un effet de monstre, donc cet effet-là n'a pas besoin que la carte soit encore face recto pour résoudre ses effets. C'est justement un aspect où c'est important de faire la différence entre un effet de monstre et un effet de piège, en l'occurrence effet de piège continu. Passons à un autre piège que vous avez probablement déjà vu ces derniers mois, Prison du Dragon de Glace. Bon, tout d'abord, bien entendu, on ne peut pas l'activer en ciblant un monstre qu'il serait illégal d'invoquer spécialement dans cette situation. Donc soit qui n'a pas d'abord été invoqué proprement, soit qui ne peut juste pas être invoqué spécialement. Ou alors qui ne peut être invoqué spécialement mais que par sa propre condition d'invocation. Ou seulement par certains effets de cartes, genre les Drytron qui peuvent être invoqués que par des effets de cartes Drytron. L'avantage avec cette carte, et ce qui au final la rend très simple, c'est que le bannissement est totalement optionnel. Donc basiquement, on l'ignore, s'il est faisable ou pas, au moment de l'activation initiale de la carte. Ce n'est qu'ensuite, lors de la résolution, qu'on va voir si c'est possible, si on a alors deux monstres du même type sur chaque terrain. Et on va alors avoir le choix de pouvoir les bannir ou non. C'est pour ça que ça interagit très bien avec une carte comme Monde Zombie par exemple, puisque logiquement, une fois invoqué, le monstre sera zombie, tous les monstres sont zombies, donc en fait on pourra bannir absolument ce qu'on veut. On va maintenant parler du tout nouveau pot, le pot de la prospérité.
Et j'en profite pour rappeler que j'ai déjà parlé de tout ce qui était légalité d'activation et résolution générale des pots dans mon Instant Ruling Staple précédent. J'avais même parlé de pas mal de cartes et effets de pioche en général. Pour faire un rappel, par exemple, on ne peut pas activer cette carte si on n'a pas assez de cartes dans le deck. En l'occurrence, par exemple, on peut pas bannir 6 cartes si on n'a que 4 cartes dans le deck. Par contre, ne confondez pas avec pot de l'extravagance, sur le pot de la prospérité, on peut aussi bannir des cartes face recto dans l'extra deck. On bannit face verso, ça c'est l'action, mais on peut prendre n'importe quoi dans l'extra deck, que ce soit des cartes face recto ou face verso. Ne pas oublier que les cartes bannies face verso n'ont aucune propriété ou presque, elles sont en fait simplement des cartes bannies. Mais elles ont rien de plus, elles ont même pas d'effet. Également, comme sur Extrave, la réduction des dommages qui s'applique le reste du tour après la résolution de cette carte fait entièrement partie de l'effet. Donc si l'effet est annulé, on n'a pas cette restriction. C'est même beaucoup plus clair que sur Extrave parce que là pour le coup, ils sont revenus au fait d'inclure simplement ça dans la même phrase au lieu d'en faire une phrase à part. Mais ce n'est pas le cas de la condition qui dit qu'on ne peut pas piocher avec des effets, et elle dit bien le tour où vous activez cette carte. Ça compte donc ce qui s'est passé avant comme après. Si vous avez déjà pioché par des effets ce tour, vous ne pouvez pas activer pot de prospérité ensuite. Et aussi, différence avec extravagance, ici vous choisissez dans l'extra deck ce que vous bannissez, ça n'est pas aléatoire. On reste sur le bannissement de l'extra deck avec le banquet des millions. Il faut surtout que j'explique en fait le fonctionnement de base de la carte. Il n'y a aucun coup d'activation, tout fait partie de l'effet. Et vous ne pouvez bien sûr pas bannir plus que ce que vous pouvez bannir chez l'adversaire. Les deux nombres doivent être égaux. Vous allez prendre votre extra deck, face recto et ou verso, choisir des cartes dedans et les bannir face verso. Vous allez ensuite pouvoir choisir au hasard des cartes dans l'extra deck de votre adversaire et ces cartes seront bannies face recto. En une phase de ce tour, vous devrez manuellement indiquer à un moment que vous renvoyez les cartes de l'adversaire dans son extra deck. Et oui, vous ne récupérez pas vos cartes. Et enfin, terminons en évoquant point d'avertissement. On active ce piège lorsqu'un ou plusieurs monstres sont invoqués, exactement comme Hommage Torrentiel, et pas comme Azurune par exemple, ce sont deux timings extrêmement différents. Si vous vous souvenez, j'avais pris l'exemple d'Hommage Torrentiel dans mon tuto sur les chaînes pour expliquer en quoi la notion de missing the timing peut être en quelque sorte extrapolée à ce genre de carte. Donc je vous invite quand même à retourner voir cette vidéo pour l'explication en détail. Mais pour faire court, il faut que l'invocation en question, à laquelle on répond, ce soit la dernière chose à s'être produite avant le début de la construction de la chaîne en cours. Mais du moment qu'on est dans la bonne chaîne, qu'elle est vraiment pile au moment où on vient de faire l'invocation, alors on peut activer cette carte dans n'importe quel chain link. Ça peut être chain link 1 ou 10, peu importe, c'est la chaîne est bonne et on peut l'activer, ou la chaîne n'est pas bonne et on peut pas l'activer. Pour ce qui est des restrictions qui sont appliquées au monstre maintenant, elles ne peuvent lui être appliquées que si ce dernier est face recto. Ainsi, si à la résolution il ne l'est plus, alors l'effet ne lui est pas appliqué. Et si le monstre qui a été soumis est ensuite passé face verso, alors il n'est plus sujet à ces restrictions. Elles sont oubliées. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a pas mal de staples plus anciennes que j'avais pensé à aborder, mais je me dis que finalement je vais les garder pour de prochains épisodes où il y aura peut-être quelques staples que j'aurais vraiment envie d'aborder, mais pas suffisamment pour faire une vidéo complète. Donc on verra ça une autre fois. En espérant que ça vous ait plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, et moi je vous donne du coup rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut les gens!